Bonjour, chers compatriotes. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous saluer et je voudrais aussi vous dire à quel point je trouve important le fait que nous puissions échanger ensemble et partager notre travail. En règle générale, lorsque je m'adresse à vous, c'est vrai que je ne vous demande pas comment vous allez, si vous allez bien, ou j'espère que vous allez bien, mais plutôt j'exprime le fait que qu'est-ce que le président de l'Arménie occidentale a pu faire pour sa nation, pour que sa nation se sente encore plus forte, encore plus déterminée dans la défense de leurs droits et dans la défense de leur ancienneté, de leur histoire, de leur culture, et pourquoi pas aussi de l'éducation. Donc, dans tous les domaines qui font que une nation puisse se préserver, évoluer, se renforcer et aussi se protéger. Donc, j'ai quelques petites vérifications à faire sur le plan technique avant de poursuivre sur le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, effectivement, ce jour, j'ai voulu intervenir en français. Cette décision a été prise lorsque j'ai lu dans la presse, entre guillemets, diasporique, que l'Arménie fêtait le 34e anniversaire de l'armée arménienne. Je fus abasourdi sur la méthode employée pour falsifier notre histoire. Je vais donc m'employer à rétablir les faits et rendre justice à notre armée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le 1er février 2026, nous célébrons le 107e anniversaire de la formation de la Légion arménienne qui, une fois la Cilicie libérée, a pu se déployer pour pouvoir protéger les Arméniens qui envisageaient de revenir vivre sur ce territoire de l'Arménie libérée. Il faut savoir aussi que suite à la formation de la Légion d'Orient qui avait trois objectifs, de combattre contre l'armée ottomane, de combattre sur le territoire de la Cilicie et de former le noyau de la future armée nationale d'Arménie. Et là, quand je parle, et vous le savez bien maintenant, quand je parle de l'Arménie, je parle particulièrement du territoire de l'Arménie occidentale. Et pourtant, comme je vous l'ai présenté au départ, tout est fait comme si nous n'avions jamais existé. Alors, j'ai pris la décision aujourd'hui, conformément aux valeurs fondamentales portées par la République française, sur la promesse d'une protection française en 1916, un siècle après, l'ombre de l'accord d'Angora plane toujours sur la mémoire franco-arménienne. Et c'est pour cela que je voulais m'adresser au président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Rappelons qu'en visite à Alger, lors de votre candidature à la présidentielle que vous avez à juste titre qualifiée, la colonisation de crimes contre l'humanité, le 16 février 2017. J'ai préparé un mémoire en votre direction qui appelle à un acte de reconnaissance politique et mémorielle, ainsi qu'à un engagement plus affirmé pour une justice historique et réparatrice. Je voudrais vous présenter, aujourd'hui, chers compatriotes, les grandes lignes de ce mémoire. Le 26 février 1919, un mémorandum fut présenté par Boros Nubar Pacha, président de la délégation arménienne, devant le Conseil suprême des puissances alliées.
à Paris. Mais il est nécessaire de préciser que c'est le patriarche d'Echmiadzin, Kérol V, catholicos de tous les Arméniens, qui en 1912 a habilité par une circulaire officielle le président Boros Nubar Pacha à participer et à effectuer des négociations diplomatiques ayant pour objectif la constitution d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale en se libérant du joug ottoman. Il est important de préciser que le président Boros Nubar Pacha a été le seul dans les figures politiques de l'époque à obtenir de la part des plus hautes instances religieuses arméniennes ce niveau d'habilitation durant la période du génocide. Et c'est là que on peut évaluer l'importance de cette démarche, puisque vous savez très bien à quel point le catholicos des Arméniens était influent dans la société arménienne. Pourtant, le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie dénoncent par la déclaration de la Triple Entente les nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation commis contre l'Arménie par le gouvernement turc avant même que le terme de génocide ne fût créé par le juriste Raphaël Lemkin en 1944. La notion de nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation tient compte en fait que ces crimes se poursuivent, c'est-à-dire que les crimes de 1915 correspond à la continuité des crimes perpétrés par le sultan Abdulhamid II de 1894 à 1896. Et ensuite, ces crimes se sont poursuivis dans la région d'Adana en 1909. C'est pour cette raison que la Triple Entente a précisé que ce sont des nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation. Les massacres se poursuivant, la résistance du Moussadar, c'est-à-dire de la montagne de Moïse, en 1915 est une action d'autodéfense arménienne face au génocide, sauvée par la marine française. Environ 4000 à 5000 Arméniens ont été évacués par des navires français entre le 11 et le 13 septembre 1915, après 40 jours de résistance. C'est un épisode historique majeur de la solidarité franco-arménienne, mais cet épisode nous rappelle également l'épisode à partir de septembre 2020 des 44 jours de résistance de l'armée arménienne en Artsakh. La France se trouve engagée en Cilicie, notamment en conséquence d'accords interalliés signés le 27 octobre 1916. Avec la France d'une part, les accords Sykes-Picot sur le partage à la fin de la guerre de l'Empire ottoman en zone d'influence, et les Arméniens, Boros Nubar Pacha, effectivement, d'autre part, en vue de l'établissement d'une force arménienne sous la tutelle de l'armée française. Le premier débarquement a eu lieu en mai 1918. Les deux premiers bataillons furent transportés en Égypte, au camp de Féripost, près d'Ismaïlia, tandis que le troisième bataillon et les compagnies de dépôt, sous les ordres du commandant Chesnay, restèrent à Chypre. Entre-temps, en Arménie orientale, en Trosk-Caucasie, après l'acte de résistance de 9 jours sur le front de Sardarabad, le Conseil national arménien de Tiflis décide de signer un traité, le traité de Batum, le 4 juin 1918, avec les forces armées turques, en pleine Première Guerre mondiale, 5 mois avant l'armistice de Mudros.
Vous imaginez la situation et vous imaginez comment les Alliés ont pu accueillir ce type de traité, on va dire. Du 10 au 13 juillet 1918, au même moment, la Légion d'Orient rejoignit le détachement français à Medjel, en Palestine. Donc la Légion devait combattre au départ uniquement en Cilicie, mais ensuite elle fut donc envoyée en Palestine, suite en fait à la déclaration de Balfour en 1917, qui consistait à former le futur euh, territoire national juif. En arrière du front britannique, le général Allenby procéda à une inspection de l'instruction au cours de manœuvres combinées et décida l'entrée en ligne du DFPS fort de 5000 hommes. En novembre 1918, à Mersin, avec une force d'environ 15 000 hommes, principalement des volontaires de la Légion d'Orient, des Arméniens, en sachant très bien que la Légion d'Orient, même si elle était constituée en majeure partie d'Arméniens, on pouvait aussi avoir une partie de Syriens et une partie d'Arabes, accompagnés de 150 officiers français. Les premiers objectifs de ce contingent étaient d'occuper les ports et de démanteler l'administration ottomane. Tars est occupé pour sécuriser les environs et préparer l'établissement d'un quartier général à Adana. En 1919, la fin de la Première Guerre mondiale redonne aux Arméniens survivants du génocide ottoman l'espoir d'une renaissance. Sous mandat français, la Cilicie, vaste région du sud de l'Arménie occidentale, berceau historique de la royauté arménienne médiévale, est libérée par les troupes françaises et principalement la Légion d'Orient. Les drapeaux tricolores flottent sur Adana, Marash et Antay. Les autorités militaires françaises assurent aux populations arméniennes rescapées qu'elles seront protégées, qu'elles pourront reconstruire leurs foyers, leurs écoles et leurs églises. Le 4 août 1920, la Cilicie proclame son indépendance en présence des autorités françaises. Et lors des milliers de réfugiés rentrent alors de Syrie et du Liban, confiants dans la parole donnée par la France, puissance victorieuse et garante des droits des peuples. Le retournement diplomatique. Mais la conjoncture géopolitique change rapidement. Face à l'émergence du mouvement nationaliste turc dirigé par Mustafa Kemal à Ankara, la signature du traité de Batum entre les Turcs et le Conseil national Taşnak-Şutun le 4 juin 1918, la signature du traité d'Alexandropol entre les Turcs et le Conseil national Taşnak-Şutun, devenu gouvernement de la République du Caucase le 2 décembre 1920, détaché de l'Arménie occidentale occupée et aux difficultés de la France à maintenir un dispositif militaire coûteux, Paris opère un revirement. Le 20 octobre 1921, l'accord d'Angora, un papier, un papier posé sur une table, signé entre deux parties, la France et le pseudo-gouvernement kémaliste autoproclamé est complètement illégitime. Sous prétexte de stabiliser la région et de garantir la sécurité des troupes, la France s'engage par l'accord d'Angora, à évacuer la Cilicie qu'elle venait de libérer, reconnaissant de fait le contrôle turc sur une région où vivaient encore des dizaines de milliers d'Arméniens rescapés du génocide qui ont pris la décision de revenir vivre sur le territoire libéré de la Cilicie. La conférence de Londres
puis la conférence de San Remo, le traité de Sèvres en août 1920, suivi de la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson qui définit les frontières entre l'Arménie occidentale et la Turquie le 22 novembre 1920, qui avait promis et reconnu une Arménie indépendante, appuyée et voulue par la France, mais aussi par tous les alliés, est ainsi vidé de sa substance. L'accord d'Angora marque la rupture de la parole française envers les Arméniens au nom du réalisme diplomatique. Les massacres, l'exode et la tragédie oubliée. À peine les troupes françaises retirées, les forces kémalistes reprennent possession du territoire. Les massacres reprennent à Maraş, Antibes et Adana. Les villages arméniens sont incendiés, les populations massacrées, islamisées ou contraintes à un nouvel exil vers le Liban et la Syrie. La Cilicie, devenue turque, est vidée de sa présence arménienne plurimillénaire. La politique de génocide contre territoire bat son plein, ce qui a été reproduit en septembre 2023 sur les Arméniens en Artsakh. L'exode de 1921 marque la fin définitive de l'Arménie cilicienne, ce second foyer national qui avait survécu au génocide depuis 1894 à 1921, depuis l'accord d'Angora. Dans la mémoire arménienne, cet abandon a valeur de trahison, tant il contraste avec l'image humaniste et protectrice que la France avait alors incarnée. Un vide de mémoire dans la conscience française. En France, cet épisode demeure largement méconnu. La mémoire nationale a préféré retenir le rôle de la France protectrice des Arméniens en 1915 ou son engagement pour la reconnaissance du génocide. Mais la Cilicie abandonnée reste un angle mort de l'histoire coloniale et diplomatique française. Or, cet épisode interroge profondément la responsabilité morale d'un État qui, après avoir promis protection, se retire sans garantir la sécurité de ceux qu'il avait placés sous son autorité. C'est un précédent dans la réflexion sur la responsabilité des puissances mandataires envers les peuples placés sous leur protection, bien avant l'invention du concept onusien de responsabilité de protéger. Vers une reconnaissance et une réparation historique. Aujourd'hui, un siècle plus tard, le 20 octobre 2025, au 104e anniversaire de cet acte de trahison, la République d'Arménie occidentale appelle la France à rouvrir ce dossier douloureux, non dans un esprit de revanche, mais de vérité et de justice. Des propositions de réparation symbolique et matérielle, restitution de biens, financement de projets mémoriels, reconnaissance officielle pourraient sceller une réconciliation historique fondée sur la responsabilité assumée. Reconnaître l'abandon de la Cilicie, c'est prolonger la fidélité de la France à ses valeurs universelles. C'est aussi offrir une réparation morale à un peuple qui, dans sa confiance en la France, avait trouvé refuge et espérance. L'accord d'Angora n'est pas seulement un épisode diplomatique oublié, il est le mémoire des tensions entre la raison d'État et la fidélité aux principes. Un siècle après, alors que la France s'interroge sur son passé colonial et ses responsabilités internationales, la Cilicie demeure un appel à la conscience, celle d'un peuple trahi et d'une promesse non tenue. Monsieur le Président de la République, en ce centenaire de la fin des violences qui ont décimé le peuple arménien entre 1894 et 1923, nous, représentants
de la République d'Arménie occidentale et membre de la nation arménienne, vous adressons cette lettre ouverte accompagnée d'un mémoire diplomatique et juridique portant sur la responsabilité morale, politique et historique de la République française dans le génocide des Arméniens. Ce génocide, perpétré par l'Empire ottoman, a été reconnu par la France en 2001, le 29 janvier. Toutefois, cette reconnaissance reste incomplète tant qu'elle ne s'accompagne pas d'une réflexion critique sur le rôle indirect qu'a pu jouer la France dans le déroulement et l'impunité de ces crimes avant, pendant et surtout après les massacres de 1894 à 1923. La France, puissance protectrice des chrétiens d'Orient, avait connaissance des massacres commis dans les années 1894-1896. En 1915, elle a sauvé des milliers de vies en Moussadar, mais n'a pas poursuivi une politique cohérente de justice. En 1921, en signant l'accord d'Ankara, la France a abandonné la Cilicie et les populations arméniennes qui s'y trouvaient. En acceptant la signature du traité de Lausanne en 1923, elle a contribué à l'amnistie internationale des auteurs du génocide, entérinant l'échec de la justice post-génocidaire prévu par le traité de Sèvres. Au regard du droit international contemporain, Convention de 1948, jurisprudence de la Cour internationale de justice, le silence, la non-intervention ou la validation post-facto de politiques d'impunité peuvent engager une responsabilité d'État sur le plan moral et historique. Le rôle de la France, comme puissance diplomatique majeure de l'époque, mérite une reconnaissance lucide et courageuse. Nous appelons donc la République française à reconnaître publiquement sa responsabilité politique et historique dans l'échec à protéger les Arméniens entre 1921 et 1923, de présenter des excuses officielles à la mémoire des victimes arméniennes pour avoir renoncé à l'application du traité de Sèvres et accepté l'impunité des criminels, d'étendre le champ de la loi de 2001 vers une responsabilité mémorielle réellement active et de défendre dans les enceintes internationales les principes de justice réparatrice à l'égard des descendants des victimes du génocide des Arméniens et de la République d'Arménie occidentale. Je voudrais apporter un témoignage sur la situation. Le discours de M. Anatole France. Dans un discours d'une haute tenue littéraire, M. Anatole France rappelle les massacres ordonnés, il y a 20 ans par le sultan Abdul Hamid II, massacres contre lesquels il n'y eut que quelques timides protestations. Il convient donc, mesdames et messieurs, qu'une assemblée de Français rende à ce peuple, dans sa grande et noble infortune, un solennel hommage. Nous accomplissons ici ce devoir sacré. Nous rendons à l'Arménie les honneurs dus, moins encore à ces illustres infortunes qu'à la constance avec laquelle elle les a supportés. Nous la louons de cet invincible amour qui l'attache à notre civilisation, car l'Arménie est unie à nous par des liens de famille, et comme l'a dit un patriote arménien, elle prolonge en Orient le génie latin. Plus de 5000 Arméniens sont morts pour notre cause et notre nom sur les lèvres. Ces chrétiens, disent les Turcs, organisaient une vaste insurrection et tendaient la main aux ennemis du croissant. Les assassins ne sauraient légitimer leurs crimes par cette imputation. Mais il est vrai que les Arméniens appelaient de leur, eux, la victoire de la France et des Alliés. Après la victoire de nos armées qui combattent pour la justice et la liberté, les Alliés auront de grands devoirs à remplir. Et le plus sacré de ces derniers sera de rendre la vie au peuple martyr,
à la Belgique, à la Serbie. Alors, ils assureront la sûreté et l'indépendance de l'Arménie. Penchés sur elle, ils lui diront, ah ma sœur, lève-toi, ne souffre plus. Tu es désormais libre de vivre selon ton génie et ta foi. Et maintenant, qu'il nous soit permis d'espérer, avec Monsieur Menchikov, Brice, Paul Duchanel, Painlevé, Denis Cochin, Henri Coulon, Anatole France et tous ceux qui ont formulé des vœux d'avenir pour l'Arménie, que les alliés, reconnaissant de ce que le peuple arménien a fait pour eux dans les temps difficiles que nous traversons, auront à cœur de donner aux Arméniens leur autonomie et leur indépendance sous la garantie des puissances de l'entente et qui, mettant en pratique la belle pensée du grand écrivain Anatole France, crions à l'Arménie, ma sœur, lève-toi, ne souffre plus, tu es désormais libre de vivre selon ton génie et ta foi. Marseille, août 1917. Monsieur le Président, la mémoire ne saurait être sélective. La République française, patrie des droits de l'homme, a aujourd'hui l'occasion d'écrire une page de justice historique digne de ses idéaux. La mémoire n'est pas le passé. Philosophiquement, la mémoire historique n'est pas la simple conservation du passé, mais une présence active du passé dans le présent. Elle structure l'identité collective, la légitimité politique, la hiérarchie des valeurs et la projection vers l'avenir. Dès lors, toute politique de la mémoire est une politique du sens et non un exercice neutre d'érudition. Mémoire et histoire, une distinction fondamentale. L'histoire comme savoir, la mémoire comme engagement. Paul Ricoeur distingue clairement l'histoire, démarche critique, méthodique, ouverte à la révision. La mémoire, relation existentielle, normative et identitaire au passé. La mémoire ne se contente pas de dire ce qui fut, elle affirme ce qui compte encore, ce qui oblige, ce qui peut être relativisé sans perte morale. Dans le cas des crimes de masse, comme un génocide, cette dimension normative est centrale. Le danger de la confusion inverse. Deux dérives opposées menacent. L'historicisme froid qui dessout le crime dans le contexte, le mémorial dogmatique qui interdit toute analyse. Mais l'erreur la plus grave, philosophiquement, consiste à traiter un crime absolu comme un simple objet de débat politique contingent. La mémoire comme fondement moral de la communauté politique. Mémoire et dette. Hannah Arendt rappelle que certains crimes créent une rupture irréversible dans l'ordre moral. Ils ne peuvent être ni pardonnés sans reconnaissance, ni oubliés sans injustice. Vladimir Jankélévitch va plus loin. Il parle d'increptibilité morale, même lorsque le droit positif existe. La mémoire devient alors un devoir entre les morts, une condition de dignité pour les vivants. Mémoire et identité politique. Une communauté politique ne se définit pas seulement par des institutions, mais par ce qu'elle honore, ce qu'elle condamne absolument, ce qu'elle refuse de relativiser. Renoncer à la mémoire d'un crime fondateur, ce n'est pas apaiser le passé, c'est désorienter l'avenir. La mémoire face au pouvoir entre protection et instrumentalisation. La tentation instrumentale pour tout pouvoir est tenter de traiter la mémoire comme une variable diplomatique, un outil de négociation, un coup stratégique, comme on peut le constater actuellement dans le cadre des relations entre la République d'Arménie orientale et ses voisins. Or, philosophiquement, la mémoire n'est pas un capital politique disponible.
La traiter comme telle revient à la profaner symboliquement. Michel Foucault montre que le pouvoir ne cherche pas seulement à contrôler les corps, mais aussi les récits légitimes. Le seul critique, quand la mémoire devient négociable, il existe un seuil moral au-delà duquel relativiser, hiérarchiser, ajourner indéfiniment la mémoire revient à produire une violence symbolique secondaire, souvent qualifiée de négationnisme doux ou déni fonctionnel. Ce n'est plus la négation du fait, mais la neutralisation de sa portée. Mémoire, reconnaissance et justice. La reconnaissance comme acte performatif. Reconnaître un crime de masse, un génocide, n'est pas seulement déclaratif, comme veut nous le faire croire la reconnaissance par la France. C'est un acte performatif qui rétablit les victimes dans l'humanité, restaure une asymétrie morale claire entre bourreau et victime, fonde la possibilité d'une justice, même tardive. Axel Honneth montre que le déni de reconnaissance est une forme de violence sociale durable. Sans reconnaissance, pas de réconciliation. Contrairement à un discours politique fréquent, la réconciliation ne précède pas la vérité. Elle en est la conséquence. Toute paix fondée sur l'oubli imposé est une paix instable, car elle repose sur une injustice refoulée. Mémoire et souveraineté morale, donc. La souveraineté ne se réduit pas au territoire, chers compatriotes. Un État n'est pleinement souverain que s'il assume son récit historique, ses morts, ses traumatismes constitutifs. Abandonner cette souveraineté mémorielle, comme on a pu le lire et comme on peut le lire dans les médias dits diasporiques, c'est accepter une tutelle symbolique extérieure. Le paradoxe tragique. Lorsqu'un État relativise un crime fondateur pour des raisons géopolitiques, comme on peut le constater actuellement, tout en espérant renforcer sa sécurité, et là on parle donc du programme, entre guillemets, d'un programme de paix, il affaiblit en réalité sa cohésion interne, sa légitimité morale, sa continuité historique. La mémoire n'est pas un fardeau, elle est une colonne vertébrale. Ce que je pourrais donc ajouter en conclusion. Philosophiquement, la mémoire historique en politique obéit à une loi simple mais exigeante. Ce qui a été détruit dans l'humanité ne peut être traité comme une option stratégique. La mémoire des crimes de masse et de génocide n'est ni négociable, ni contextualisable au point de devenir réversible, ni subordonnable à des intérêts immédiats sans coût existentiel. Lorsqu'un pouvoir politique tente de gérer la mémoire au lieu de la servir, il ne modernise pas l'État, il en désenchante le sens. Et un État qui perd le sens de ce qu'il doit à ses morts finit tôt ou tard par perdre l'adhésion des vivants. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, en notre profond respect pour les valeurs que la France incarne et en notre espoir que ce moment de vérité contribue à une mémoire partagée et une paix fondée sur la justice. Merci.